La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Heureuse de vous retrouver. Et voici les principales articulations de cette édition. L'homme d'affaires le plus riche de Chine était à Lomé ce jeudi. Jack Ma a rencontré le chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbe et des jeunes entrepreneurs du continent pour un partage d'expérience. Qui est Jack Ma? Son parcours dans cette édition. Et puis hier, les députés à l'Assemblée nationale ont procédé à l'adoption de la loi de finances rectificative gestion 2019 et au vote portant attribution et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Comme annoncé il y a quelques jours, le richissime homme d'affaires chinois Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba, a été à Lomé cet après-midi. Il était venu rencontrer les jeunes entrepreneurs togolais et d'autres pays du continent pour un partage d'expériences. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Gnassingbe Adema par le chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbe. Le compte rendu de cette arrivée avec Ekwe Salah. À bord de cet avion, l'homme d'affaires chinois Jack Ma, PDG de la plateforme de commerce en ligne Alibaba, avec une forte délégation d'hommes d'affaires chinois. Jack Ma est accueilli ici, à l'aéroport international Gnassingbe Adema, par le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbe. Retrouvailles, les deux personnalités vont marquer une courte pause au salon d'honneur. Après ce cérémonial d'accueil, le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbe, a conduit son hôte au palais des gouverneurs où le richissime homme d'affaires chinois a rendez-vous avec les jeunes entrepreneurs togolais et d'Afrique pour un partage d'expériences. Et c'est au palais des gouverneurs que le fondateur donc, du groupe de commerce électronique Alibaba a rencontré de jeunes entrepreneurs. Jack Ma a partagé avec ces jeunes son expérience en matière de création d'entreprises et également les obstacles qu'il a rencontrés et surmontés. Nous reviendrons donc en détail sur cet échange d'expérience entre Jack Ma. Dans un langage simpliste, Jack Ma aborde avec les jeunes opérateurs économiques du Togo et d'Afrique des questions liées à l'éducation, aux opportunités, à l'entrepreneuriat et surtout le e-commerce. Le fondateur du groupe de commerce électronique Alibaba veut parler avec les jeunes de leur avenir, de leur réussite. Avenir basé essentiellement sur les technologies émergentes. Au-delà de cet échantillon de jeunes, ce sont tous les jeunes entrepreneurs du continent qui sont appelés à faire preuve de dynamisme et de créativité, d'ouverture d'esprit entrepreneurial afin d'innover et d'impacter positivement dans leur secteur d'activité. Lorsque les jeunes se plaignent, lorsque vous vous plaignez, vous allez vous plaindre toute votre vie durant. J'adore les gens qui se plaignent et je dis, est-ce que je peux résoudre ce problème? Est-ce que je peux proposer une solution suite à ces plaintes? Et si j'arrive à le faire, je peux réussir. Alors, la Chine m'a aidé énormément, mais nous avons également aidé la Chine énormément. Je n'ai jamais pensé que Alibaba, au début, nous voulions seulement survivre en tant qu'Alibaba. Il y a de cela, après 10 ans, on a grandi et on ne cesse de grandir.
Et je crois que nous devons utiliser l'Internet, le commerce en ligne. Lorsque je viens ici, je vois dans les yeux des gens, ils disent « Est-ce que je peux être comme vous ?» Je dis « Oui ». Non, apprenez de Jack Ma. Apprenez comment il a perçu les difficultés, comment il a pu relever les défis, et bien comment il a échoué, s'est relevé et a recommencé. Dans ma vie, il y a deux mots, échec et recommencer. Effet, échec, recommencer. Parce que lorsque vous échouez et vous abandonnez, alors véritablement vous échouez. Mais si vous n'abandonnez pas, alors vous avez toujours une chance. Les affaires sur Internet sont aujourd'hui un marché risqué, certes, mais selon lui très prometteur, si l'on sait compter sur les ressources humaines qualifiées et innovantes. La nécessité d'investir dans la formation des collaborateurs. Un leader ne doit pas prouver qu'il est plus intelligent que les autres. Il faudrait que tu fasses ressortir des intelligents des idées intelligentes. Non, il ne s'agit pas de pointer du doigt ces gens et leur dire que c'est stupide. Vous allez prendre des décisions sur la base de l'avenir, compte tenu de la concurrence, les clients, et vous prenez une décision qui peut ne pas paraître intelligente, mais réaliste et qui peut être réalisée. Jack Ma encourage la création des startups. Aux jeunes, il a remis 4 clés pour leur épanouissement et l'émergence de l'Afrique. Il les appelle les 4 E. Le premier E, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui crée, qui construit, en fait, qui produit. Alors, l'entrepreneur, c'est le premier E. Deuxième E, c'est le I-gouvernement. Il faudrait que le gouvernement soit électronique, que le gouvernement soit transparent. Il faudrait que le gouvernement également soit efficace. Troisième E, c'est infrastructure. C'est pas infrastructure, mais les infrastructures électroniques. Il faudrait que nous puissions rendre l'Afrique, chaque pays, chaque individu, soit en mesure de pouvoir avoir accès à l'Internet rapide. La connectivité Internet est plus importante que l'électricité au cours du dernier siècle. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, ceci est un bon investissement pour tout pays. Et le quatrième E, c'est l'éducation. Pour le gouvernement, ce partage d'expérience est fondamental pour l'évolution de la digitalisation et constitue une source d'inspiration pour les jeunes opérateurs économiques. C'est brique après brique. Et je pense que là, l'idée, c'est qu'ils viennent au Togo, qu'ils voient, ils se disent, mais c'est un pays que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. Il est venu dans 3 pays d'Afrique. Il est allé au Rwanda, il est allé en Éthiopie. Aujourd'hui, il était au Nigeria. Ce matin, c'est le 4e pays d'Afrique qu'il visite et le premier pays francophone d'Afrique qu'il visite. Donc je pense qu'ils ont besoin de comprendre un peu et à partir de là, ça va leur donner des idées pour se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire au Togo. Et nous, on veut positionner Togo en disant venez au Togo, il y a plein de choses à faire. Il est conseillé à chaque jeune d'avoir son modèle. Jack Ma, avec Paradise Foundation, œuvre dans la préservation de l'environnement. Et il a exhorté les jeunes à poser des actions en faveur de la protection de l'environnement. Il est à noter qu'après donc cet échange avec les jeunes entrepreneurs, Jack Ma a rencontré également le chef de l'État Fort Essozimna Nyazingbe qu'il a reçu donc en audience au palais de la présidence de la République avant que le milliardaire, le richissime chinois ne quitte notre pays et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour permettre au gouvernement de poursuivre ces différentes réformes structurelles, les députés de la 6e législature ont voté hier, au cours de la 10e séance plénière, la loi de finances rectificative gestion 2019. Et la loi rectifiée s'établit à 1381 milliards 864 millions 294 000 francs CFA contre 1461 milliards initialement prévus. Les reportages est signé Saharou Uroto et Augustin Possi.
La transformation structurelle de l'économie togolaise passe aussi par une gestion efficace des finances publiques, gestion axée sur les résultats. Cette exigence budgétaire, les élus du peuple l'ont si bien comprise. Et pour preuve, dans une convergence de vues, ils ont voté la loi rectificative Gestion 2019, un outil de transparence et de sincérité dans la gestion des finances publiques au Togo. Le budget rectifié est de l'ordre de 1381 milliards 864 295 000 francs CFA contre 1461 milliards initialement prévus. Il permet au gouvernement de traduire une nouvelle orientation de la politique économique et budgétaire. Le commissaire du gouvernement salue un vote qui modifie de façon significative les dispositions de la loi de finances initiale. À l'instar d'autres pays, la politique budgétaire du Togo subit les contre-coups de l'évolution de l'environnement économique international. L'ensemble de ces facteurs exogènes ont eu des répercussions négatives sur le budget initial de l'État en termes de mobilisation de recettes. À cet égard, le gouvernement a pris des mesures idoines pour éviter d'éroder le pouvoir d'achat des citoyens. Comparativement au budget initial, les recettes budgétaires de la loi de finances rectificative enregistrent une diminution de 2% pour s'établir à 864,2 milliards de francs CFA. Nonobstant cette régression, les dépenses budgétaires ont connu une hausse de 40,8 milliards de francs CFA, soit 4,6%. Pour prendre en compte de nouveaux besoins en matière de dépenses dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle prévue au premier trimestre 2020, des exigences en matière sécuritaire et surtout de la mise en œuvre de la décentralisation à l'issue des élections communales du 30 juin 2019. Je voudrais en outre souligner que la loi de finances rectificative Gestion 2019 tient compte des dépenses relatives aux préparatifs liés à la participation du Togo aux compétitions sportives, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et la Coupe du Monde 2022, ainsi que l'augmentation de l'enveloppe au titre des bourses et aides aux étudiants. Elle prévoit l'aménagement de nouvelles pistes rurales et l'augmentation des allocations relatives à la santé maternelle et néonatale, traduisant ainsi la ferme volonté du chef de l'État d'assurer une meilleure prise en compte des problèmes quotidiens vécus par les populations togolaises. Le collectif budgétaire s'adapte également à la conjoncture économique. Le gouvernement s'engage donc à réduire le déficit budgétaire global pour assurer la soutenabilité de la dette. Les dépenses budgétaires ressortent ainsi à 935,8 milliards de francs CFA contre 895 milliards de francs CFA dans le budget initial. La reprise économique se confirme avec un taux de croissance estimé à 5,3% en 2019, puis projeté à 5,5% en 2020. Les réformes structurelles avancent au niveau de la politique fiscale, des administrations, des recettes et des douanes, et de la gestion des dépenses publiques, ainsi qu'au niveau de l'assainissement budgétaire. Concernant l'endettement, je peux vous assurer que des efforts se poursuivent pour réduire davantage, à fin décembre 2019, le ratio de la dette en deçà de 70%. Fin septembre 2019, le taux d'endettement de notre pays se situe à 68%, largement en dessous du maximum autorisé par les normes communautaires UMOA. En votant la présente loi de finances rectificative, vous donnez au gouvernement, sous le leadership de son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé, président de la République, les moyens de son action. Je voudrais vous rassurer que ces moyens seront rationnellement utilisés dans le respect des procédures budgétaires en vigueur en matière d'exécution des dépenses,
afin d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Pour la représentation nationale, ces nouvelles mesures prises vont sans doute renforcer le climat de confiance entre le gouvernement et le secteur privé. Selon la présidente Tchegaye Wadjigbodi, c'est une tendance en progression dans la mobilisation des recettes et une efficience dans les dépenses publiques. Elle balise ainsi la voie à l'étude de la loi de finances exercice 2020. Et cette loi rectificative a également été évoquée au cours du Conseil des ministres hier sous la conduite du chef de l'État Faure Zimna Nyazingbe. Le ministre de la Communication Foli Bazi Katari nous en livre le résumé. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres de ce mercredi 13 novembre 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 13 novembre 2019 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Zimna Nyazingbe, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté un projet de loi, adopté 4 décrets et abordé des divers. Au titre des projets de loi, le seul projet de loi adopté par le Conseil est relatif à la loi de finances pour l'année 2020. En 2019, le gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale le budget de moyens et le budget programme. Le premier a été adopté, tandis que le second a été exécuté dans l'environnement, test en parallèle, pour permettre au gouvernement d'apprécier la fiabilité du système d'information et la maîtrise de l'exercice du budget programme par les différents acteurs avant son exécution dans l'environnement réel en 2020. Le résultat des tests de l'exécution commande la poursuite de cet exercice pour s'assurer de la stabilité du système d'information et de la maîtrise du budget programme pour une bascule sereine en 2021. Le projet de loi de finances gestion 2020 est élaboré dans un contexte économique mondial marqué par des incertitudes liées à la faiblesse de l'activité économique dans les pays avancés, en lien avec la baisse de confiance des entreprises et des ménages, le Brexit dans la zone euro et le fléchissement du rythme de l'activité en Chine. En Afrique subsaharienne, la révision à la hausse du taux de croissance initialement prévu, qui devrait doper les économies, n'a pu être effective. C'est ainsi que, selon les dernières perspectives de l'économie mondiale, publiées en juillet 2019 par le Fonds monétaire international, la croissance mondiale est estimée à 3,6% en 2018. L'activité économique devrait ralentir en 2019 et le taux de croissance serait de 3,5% en 2020. Au niveau des économies avancées, le taux de croissance du PIB réel passerait de 2,3 en 2018 à 1,7 en 2019 et en 2020. Dans les économies émergentes et en développement, la croissance se situerait entre 3,9 en 2019 et 4,6% en 2020. Au niveau régional et sous-régional, notamment en Afrique subsaharienne,
La croissance serait de 3,2% en 2019 et 3,6% en 2020, alors qu'au sein de la CEDEAO, elle serait de 3,8% en 2019 et 2020. Dans la zone UEMOA, la croissance se situerait entre 6,4% et 6,5%. S'agissant du contexte économique national, il y a lieu de relever que la croissance évoluerait dans un environnement marqué par la poursuite des projets prévus par le PND. Cette croissance sera tirée par la consommation finale des ménages et des investissements privés en lien avec l'amélioration du climat des affaires qui a déjà permis à notre pays de gagner 40 places dans le dernier classement de Doing Business, plaçant ainsi le Togo au 97e rang sur 190 pays concernés dans le monde et les retombées du Forum économique Togo-Union européenne. Il est projeté un taux de croissance de 5,5% en 2020, soit un raffermissement de 0,2 points de pourcentage de plus que celui de 2019. Conformément aux dispositions de la directive numéro 06/2009/CM UEMOA du 26 juin 2009 portant loi de finances au sein de l'UEMOA, transposée dans l'arsenal juridique national à travers la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances. Le gouvernement a élaboré le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022. Ce document présente la perspective des finances publiques sur cette période et tient compte des orientations et priorités du PND. Les perspectives budgétaires s'appuient sur un cadrage macro-budgétaire qui tient compte des environnements économiques national et international, des efforts à fournir au titre du programme économique et financier appuyé par le FMI qui arrive à son terme à la fin de l'année 2019. En vue de transformer structurellement l'économie togolaise, le gouvernement entend mettre l'accent sur l'exécution des activités des 3 axes du PND, tout en accordant une attention à des programmes tels que le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV, ainsi qu'à l'emploi des jeunes des différents secteurs et aux agropoles. De même, les efforts seront poursuivis et intensifiés en matière d'aménagement des pistes rurales, de réhabilitation des équipements de formation sanitaire et de mise en œuvre de la décentralisation. Globalement, le gouvernement va maintenir une stratégie budgétaire prudente visant la soutenabilité des finances publiques à travers une amélioration du recouvrement des recettes et une maîtrise des dépenses afin de dégager un solde budgétaire conforme aux standards communautaires. La politique budgétaire 2020 sera axée sur la poursuite de l'amélioration de la mobilisation des ressources internes
une meilleure allocation des ressources publiques sur la base de l'efficacité des dépenses publiques et la maîtrise du déficit budgétaire. Les ressources se composent des ressources internes et externes. Les réformes fiscales seront essentiellement orientées vers la poursuite de la modernisation de l'administration fiscale, la création d'un environnement fiscal attractif aux investissements privés, garantissant l'équité et la justice fiscale et en offrant des services de qualité aux opérateurs économiques. L'OTR poursuivra l'exécution de son plan stratégique en recherchant une plus grande performance à tous les niveaux et la mise en œuvre de la politique fiscale se poursuivra dans le respect des normes d'harmonisation communautaire des espaces UEMOA et CEDEAO. Les efforts seront intensifiés à travers plusieurs mécanismes pour améliorer les recettes non fiscales. Concernant les ressources externes, le gouvernement poursuivra une stratégie d'endettement prudente en recourant aux dons projets et dons programmes et en privilégiant les emprunts concessionnels tout en veillant à la soutenabilité à moyen et long terme de la dette publique dans le respect des normes communautaires. Ces ressources seront orientées vers des investissements dans les secteurs porteurs en rapport avec le PND. Les dépenses comprennent les dépenses ordinaires et en capital. Le gouvernement veillera à une gestion prudente et efficiente des dépenses en observant les principes d'exécution établis par les textes en vigueur. Pour ce qui est des dépenses en capital, elles seront exécutées conformément aux priorités de la politique définie par le gouvernement dans le document de référence de la stratégie nationale de développement, dans le respect des règles et procédures pertinentes en la matière. Le budget de l'État pour l'année 2020 respecte aussi les critères de convergence de la surveillance multilatérale au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. En matière d'endettement, les efforts seront poursuivis pour préserver la viabilité de la dette et renforcer la stabilité macroéconomique. Ainsi, les prévisions du budget de l'État pour 2020 s'établissent en ressources et en charges à 1 466,2 milliards de francs CFA contre 1 381 milliards 864 millions 295 000 francs CFA selon la loi rectificative du budget de l'État, gestion 2019, soit une hausse de 6,2%. Le gouvernement s'engage résolument à poursuivre l'assainissement des finances publiques et à prendre toutes les mesures permettant l'accélération de la croissance économique afin d'assurer une prise en charge adéquate de la demande sociale. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil fixe le nombre des commissions électorales locales indépendantes CELI et des commissions électorales d'ambassades indépendantes CEAI
et fixent leurs ressorts territoriaux respectifs. L'article 27 de la loi numéro 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifié par la loi numéro 2013-004 du 19 février 2013, la loi numéro 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi numéro 2019-17 du 6 novembre 2019 dispose à son alinéa 2 que le nombre de commissions électorales locales indépendantes et des commissions électorales d'ambassades indépendantes ainsi que leurs ressorts territoriaux respectifs sont fixés par décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI. C'est en application de cette disposition que le présent projet de décret est proposé dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle 2020. Il crée en plus des commissions électorales locales indépendantes, des commissions électorales d'ambassades indépendantes et permet ainsi de prendre en compte les modifications apportées au code électoral par la loi numéro 2019-17 du 6 novembre 2019 qui offre la possibilité aux Togolais de l'extérieur de participer aux élections nationales. Il convient de rappeler les conditions légales pour le vote des Togolais de l'étranger. Le vote des Togolais de l'étranger n'est possible que dans les pays où le Togo dispose d'ambassades. Le nombre minimum des Togolais résidant dans un pays et enregistrés à l'ambassade togolaise retenue pour l'ouverture d'une commission électorale d'ambassade indépendante est fixé à 300. Il est rappelé qu'à l'intérieur du pays, le nombre minimum d'électeurs pour l'ouverture d'un bureau de vote est de 500. Le nombre de CEAI est arrêté en se référant aux chiffres communiqués par nos ambassades, précisant le nombre de nos compatriotes inscrits dans leurs registres respectifs. Enfin, pour qu'un compatriote vivant à l'étranger se fasse délivrer une carte d'électeur, il doit fournir en dehors des pièces d'identité la carte consulaire qui prouve que ce compatriote réside depuis plus de 6 mois dans le pays de sa résidence. Cette durée minimale de résidence est prescrite à l'article 48 du Code électoral dans sa version originale de 2012. Le deuxième décret adopté par le Conseil porte ouverture et clôture de la période de révision des listes électorales pour l'élection présidentielle. L'article 51 du Code électoral dispose que l'élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de cette révision. Cependant, il a été initié une révision exceptionnelle des listes électorales en mai 2019 dans le cadre des élections locales, alors qu'un recensement électoral avait eu lieu en octobre et novembre 2018 pour des élections législatives de 2018.
De nouveau, le gouvernement initie une révision exceptionnelle pour un processus électoral plus inclusif et surtout permettre aux Togolais vivant à l'étranger de se faire recenser pour la première fois. La révision des listes électorales se déroulera pendant la période du 29 novembre au 1er décembre 2019 en une phase unique dans les centres de recensement qui seront ouverts de 7h à 16h, heure GMT au Togo, et en heure locale dans les pays retenus pour le vote des Togolais de l'étranger. Le troisième décret, adopté par le Conseil, modifie le décret numéro 2016-166/PR du 24 novembre 2016 portant création, attribution et organisation de la Société des infrastructures numériques. Le décret a pour objet de transférer le réseau e-Gouv à la Société des infrastructures numériques sous la forme d'un apport en nature fait par l'État qui permet de mettre en disposition des opérateurs établis sur le territoire national les infrastructures du réseau e-Gouv. Le quatrième décret, adopté par le Conseil, porte dissolution des délégations spéciales. En effet, les élections locales ont permis de doter les communes d'organes élus. Le présent décret constate la fin de l'existence de ces délégations spéciales après les passations de services qui ont eu lieu sous le contrôle des représentants du pouvoir central. Au titre des divers, le Premier ministre a exhorté les membres du gouvernement à faciliter, selon leur secteur respectif d'intervention, la mise en œuvre de la décentralisation. Il leur a également demandé de redoubler d'efforts pour que les perspectives ouvertes par le projet de budget puissent permettre une amélioration constante et renforcer des conditions de vie de nos concitoyens et partant œuvrer à l'atteinte des résultats du PND pour plus de ressources. Fait à Lomé, le 13 novembre 2019, le Conseil des ministres. Décret fixant le nombre de commissions électorales locales indépendantes CELI et des commissions électorales d'ambassades indépendantes CEAI et leurs ressorts territoriaux. Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation des collectivités locales, décrète. Article 1er. Il est créé dans les préfectures des commissions électorales locales indépendantes dont les ressorts territoriaux sont à découvrir dans le quotidien national Togo Presse. Article 2. Il est créé dans les ambassades de la République togolaise des commissions électorales d'ambassades indépendantes dont les ressorts territoriaux sont fixés ainsi qu'il suit. Paris. Ressort territorial France. Washington, ressort territorial USA. Kinshasa, ressort territorial République démocratique du Congo. Libreville, ressort territorial Gabon. Abuja, ressort territorial Nigeria. Rabat, ressort territorial Maroc. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, signé le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé. Le
Le district autonome du Grand Lomé dispose désormais d'un cadre juridique et légal pour sa gestion. La loi portant ses attributions et fonctionnement a été votée hier également à l'unanimité des députés, ce qui marque une étape importante dans l'assainissement et la modernisation du Grand Lomé. Voyons cela avec Saharou Oroto et Augustin Kassi. Le texte a été étudié en amont par une commission spéciale, puis soumis à la plénière. Après examen, les différents groupes parlementaires donnent un avis favorable. À l'unanimité, ils disent oui à la loi portant attribution et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. Cette loi reconnaît le district autonome du Grand Lomé comme l'autorité locale de la capitale. Ses compétences: assurer les travaux d'aménagement, d'entretien, d'assainissement, de fonctionnalité et de modernisation. Au-delà, l'État peut lui confier la gestion des infrastructures d'importance nationale ou intercommunale. Les ressources pour assumer ces missions sont prévues. Des ressources propres perçues sur certaines taxes en partage avec les autres collectivités territoriales, ainsi que les subventions de l'État et des appuis extérieurs. Et puisqu'il s'agit de la gestion de 13 communes et de 2 préfectures, le législateur prévoit 3 organes. Le conseil de district, un gouverneur et un bureau. Le siège est fixé à Lomé et peut être déplacé. Une loi qui, selon le commissaire du gouvernement, reste un outil de modernisation et de planification du développement du Grand Lomé. Le district autonome du Grand Lomé est chargé d'exécuter les aménagements de la capitale, dont certains volets de fonctionnalité, d'entretien et de modernisation vont au-delà des compétences des communes. Ainsi, le district autonome du Grand Lomé ne prend pas à son compte les compétences des communes. C'est une évidence. À Lomé, tous les maires sont des maires complets, des maires pleins, des maires totalement compétents, jouissant de toutes les prérogatives de maire. Le district autonome est là pour assumer des missions qui sont propres. Le district autonome du Grand Lomé travaillera particulièrement sur certains aspects qui intéressent plusieurs communes à la fois, notamment l'assainissement, l'environnement et la planification du développement de l'ensemble du territoire du district autonome du Grand Lomé. Cet outil fera l'objet de bon usage et permettra au district autonome du Grand Lomé de contribuer à la modernisation de notre capitale, en particulier, et également à la modernisation des préfectures d'Agoin-V et du Golfe. Le district autonome du Grand Lomé est déjà créé par la loi dite de juin 2019 portant modification de la loi 2007 axée sur la décentralisation et aux libertés locales. Pour la présidente du Parlement, Tchega Yawadigbodi, sa mise en œuvre s'impose comme une évidence en vue de favoriser le rayonnement de la capitale. Pour elle, le vote de ce texte pose un jalon supplémentaire pour une politique de décentralisation intégrale basée sur l'assainissement et la gestion efficace des finances publiques. Dans un communiqué, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH porte à la connaissance du public que le sous-comité d'accréditation de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme, lors de sa session tenue du 14 au 18 octobre 2019 à Genève, en Suisse, a recommandé la réaccréditation de la CNDH Togo au statut A.
En proposant que la CNDH soit réaccréditée au statut A, le SCA a salué les évolutions constantes connues par cette institution ces derniers temps à travers la promotion et la protection des droits de l'homme et aussi par la mise en œuvre du mécanisme national de prévention de la torture. L'accréditation est un processus d'évaluation des institutions nationales des droits de l'homme INDH par le SCA pour s'assurer de leur conformité aux principes de Paris. En rappel, il faut dire que les institutions de statut A sont celles qui sont entièrement conformes aux principes de Paris. La CNDH Togo reçoit cette réaccréditation comme un encouragement à œuvrer davantage pour une amélioration durable de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Et dans un autre communiqué, la Commission nationale des droits de l'homme toujours porte à la connaissance du public et l'ensemble de ses partenaires que son siège 6 au 36 rue 74 Tocoin Doumassé à Lomé est transféré à Goueniveau au niveau de Carrefour de Lyon, derrière les retenues d'eau, immeuble de couleur cendre. Elle est joignable au numéro de téléphone 22 25 44 84 par mail cndhtogo@yahoo.fr ou sur son site internet le www.cndh-togo.org. Et cette série de communiqués est signée du président de la commission, Madame Nakpa Polo. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest organise du 18 au 23 novembre la deuxième édition de la semaine de l'inclusion financière. Et le directeur national de la BCEAO a, à cette occasion, livré un message pour inviter les acteurs et toute la population à se mobiliser autour de cette manifestation. Décryptage avec Carmen Madji à Capo. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, mise sur l'inclusion financière pour accélérer le développement économique de l'espace UEMOA. Elle dédie toute une semaine à la question. Du 18 au 23 novembre prochain se tient donc la deuxième édition de la semaine de l'inclusion financière. Pour cette année 2019, la Banque centrale veut mettre l'accent sur la digitalisation des services financiers. Nous allons donc échanger du 18 au 23 novembre avec les principaux acteurs concernés sur les enjeux de la digitalisation des paiements pour le secteur financier et les économies de notre sous-région. Bien entendu, comme la technologie comporte toujours des risques, nous aurons également à discuter des risques liés à l'utilisation des technologies financières et les mesures à mettre en œuvre pour protéger les consommateurs des services financiers. Les solutions digitales qui sont aujourd'hui utilisées présentent une grande importance pour le secteur financier et les États. Et nous voulons citer trois avantages. D'abord, parce que la digitalisation assure une optimisation du temps et d'argent à travers l'automatisation des tâches. Et ensuite, la digitalisation permet de dématérialiser le processus en limitant les erreurs tout en supprimant la notion de distance. Et enfin, la combinaison de l'Internet et des nouvelles technologies financières donne un avantage concurrentiel aux agents économiques. Je voudrais indiquer qu'au niveau de l'UEMOA, il y a eu beaucoup d'efforts ces dernières années, et particulièrement au Togo, nous avons noté un effort très important dans l'utilisation de la technologie financière. Et aujourd'hui, nous sommes à un taux d'utilisation des services électroniques, de la monnaie électronique de 33%. Plus de 250 personnes provenant des ministères en charge des finances, des banques, des systèmes financiers décentralisés et des établissements émetteurs de monnaie électronique, entre autres, sont attendus à cette manifestation. Il est prévu une cérémonie d'ouverture qui aura lieu au siège de la BCEAO à Dakar, et cette cérémonie d'ouverture du 18 novembre sera immédiatement suivie le jour suivant, le 19, d'un forum de haut niveau pour discuter de tout ce qui concerne la culture financière et la protection des consommateurs. Et après ces 2 jours au siège, les activités vont se dérouler dans les différents États membres de l'UEMOA. Et au niveau du Togo, nous avons prévu du 20 au 23 donc plusieurs sessions.
Il y aura des ateliers sur la digitalisation des paiements des États et des chaînes de valeur agricoles, un atelier sur les innovations en matière de services financiers, un atelier sur l'éducation financière, la protection des consommateurs et des données financières. Des sessions de sensibilisation sur l'éducation financière et la protection des consommateurs seront également organisées dans les États. La semaine sera clôturée par l'organisation d'une foire sur l'inclusion financière dans les 8 États membres de l'UEMOA afin de permettre aux institutions financières de présenter aux populations leurs produits et services. La République fédérale d'Allemagne, depuis la reprise de la coopération avec le Togo, accompagne le pays donc dans divers domaines et particulièrement celui de la décentralisation. Et cet accompagnement va s'intensifier grâce à un nouveau projet dénommé l'Agenda 2030, initié par la région métropolitaine européenne de Nuremberg, qui a organisé justement une conférence à l'intention de 6 communes africaines, dont 3 du Togo, Aného, Sokodé et Bassar. Les explications avec Sandra Adiagbi. Ils viennent d'être élus et sont appelés à relever de nombreux défis liés au développement de leur commune. Un pari qui ne saurait gagner sans l'aide multiforme des partenaires. Parmi ceux qui manifestent cette volonté à accompagner les nouveaux maires togolais dans leur mission, la ville de Nuremberg en Allemagne, initiatrice de la conférence Agenda 2030. Une session à laquelle ont été conviés les maires de 6 villes africaines, dont 3 du Togo, à savoir Sokodé, Aného et Bassar, pour développer et renforcer la coopération, surtout l'engagement pour la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Pour animer la conférence aux côtés du directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Nuremberg, le président de la CCIT, Germain Essouna Meba, pour échanger sur la coopération économique entre l'Afrique, en particulier le Togo et la région métropolitaine européenne de Nuremberg pour la promotion des affaires. Créer une zone de libre-échange entre les pays de la CEDEAO. Et d'ailleurs, actuellement, au niveau de l'Union africaine, on parle de la ZECAF, la zone de libre-échange continentale de l'Afrique. Donc, pour nous, c'est une opportunité offerte aux entreprises allemandes de venir et tisser le partenariat. Et pour nous, ça doit commencer par une relation entre la Chambre de commerce du Togo et la Chambre de Nuremberg. Et je tiens à déjà même demander un mémorandum d'entente pour que nous puissions poser les bases de collaboration en vue de réfléchir sur comment les entreprises allemandes doivent s'intéresser à l'investissement au Togo et comment aussi les entreprises togolaises puissent aussi chercher des niches d'opportunités pour pouvoir exporter en Allemagne. Elisio Makamo, directeur du Centre des sciences africaines à l'Université de Bâle, et Gina Barbian de l'Institut de la durabilité à Nuremberg ont salué les excellentes relations qui existent entre les dirigeants des pays invités et l'Allemagne. Madame Gina a par ailleurs présenté les actions de son institut à Bassar, notamment l'appui technique et matériel apporté à l'hôpital de la ville. Divers thèmes ont été exposés durant les travaux, à savoir l'agenda 2030, les défis que nous devons affronter ensemble, la coopération économique entre l'Afrique et la région métropolitaine européenne de Nuremberg. Aussi, les thématiques liées aux ODD 4, 7, 11 et 12 ont été abordées, ainsi que des ateliers sur la planification de projets de coopération. Une visite en entreprise a permis à la délégation d'apprécier l'ingéniosité d'un opérateur économique qui transforme les déchets de volailles et d'animaux en énergie pour l'usage domestique et industriel. Un casque bleu togolais blessé le 6 octobre dernier au Mali lors d'une attaque a succombé à ses blessures. Et ce jeudi, ce sont des amis, les parents et frères d'armes qui lui ont rendu un dernier hommage au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix COMP d'Adi de Gomé. Le compte rendu de la cérémonie avec Yata Aratem. Le
Le cercueil de feu caporal Agouadje Sédéwinia Kossi du régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra, porté par ses frères d'armes. Il est parti vaillant pour défendre la paix menacée au Mali. Il revient sans vie pour dormir au milieu des siens désormais. Toute la nation rend hommage à ce casque bleu tombé les armes à la main. Dans la nuit du 6 octobre 2019, le détachement du 6e bataillon togolais de la MINUSMA en mission à la base temporaire d'opération à Badjangara au Mali subit une attaque. Le caporal Sédéwinia faisait partie de l'opération Oryx 2. Grièvement blessé par balle, il sera évacué à l'hôpital niveau 2 de Bamako puis à Dakar. 3 semaines de soins intensifs n'ont pu le sauver. Il a rejoint la glorieuse cohorte des militaires morts au champ d'honneur. Le caporal Agouadje Kossi fut aussi un soldat dévoué qui a toujours manifesté un très bon esprit de camaraderie et sa manière de servir, sa conduite irréprochable en toutes circonstances, son caractère affable et sa grande disponibilité lui ont valu l'estime, la confiance et l'affection de ses frères d'armes. Rappelé à Dieu, les armes à la main, en service commandé et en quête de la paix, le caporal Agouadje Kossi restera un exemple. Celui d'un soldat enclin de courage et d'audace, un homme qui, au nom d'un idéal, sacrifie sa propre existence. Au nom des forces armées togolaises rassemblées autour de tes proches, nous nous inclinons avec douleur devant ta dépouille mortelle et adressons nos condoléances les plus attristées à toute ta famille éplorée. Rien de plus grand que de donner sa vie pour celle des autres. Caporal Agouadje Kossi en a fait sa devise. Sa bravoure, sa discipline, son esprit d'équipe, son sens de travail bien fait, son ardeur et sa disponibilité sont ici salués. Caporal Agouadje Sédéwinia Kossi, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons acquis posthume chevalier de l'ordre du Mono. L'émotion était vive. Parents, compagnons d'armes ont imploré la miséricorde de Dieu sur le défunt. C'est la fin d'une vie à 32 ans et le début d'une autre. Il aurait voulu finir sa mission et rentrer au Togo pour retrouver ses 6 enfants, sa famille et ses frères d'armes. Mais le sort en a décidé autrement. Et nous ouvrons à présent la page des sports de ce jeudi avec Jean Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, les éperviers du Togo ont réalisé une contre-performance cet après-midi du côté du stade de Kégué. Oui Anita, face à une équipe des Sélacantes des îles Comores en rage de vaincre, les éperviers du Togo n'ont pas pu atteindre leur objectif. Ils ont été battus 0-8 contre 1 dans ce match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Reportage, c'est Gilles Raimondo. La
confrontation épervier-Selacanth de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2021 retiendra tout simplement une rencontre riche en occasions de but, mais la bande à Claude Leroy est abonnée au gâchis. Les tentatives de Fodolaba, Dosevi Mathieu et Atakora Lalawele n'ont pas du tout inquiété le goal à Amada des Comores, toujours présent. La première période s'est donc achevée nulle et vierge. À la reprise, les Selacanth se mettent en confiance et mettent à nu la tactique de jeu des éperviers. Claude Leroy et ses poulains embrouillés laissent le champ aux adversaires qui en profitent énormément. Les Comoriens confirment leur domination par un but inscrit à la 51e minute suite à une belle combinaison, œuvre de Faïs Selemani. Un but encaissé qui émousse davantage les velléités offensives des Togolais. Les éperviers complètement désorientés ne parviendront pas à offrir le moindre but. Les quelques rares occasions créées seront soit vendangées, soit neutralisées par la défense comorienne, toujours en place. Et c'est sur cette méforme que l'équipe togolaise concède à domicile sa défaite, la première dans la campagne des éliminatoires de la CAN 2021. Après ce faux pas du premier match, la bande à Claude Leroy est attendue ce lundi au Kenya pour le second match de ces éliminatoires. Et puis Anita, il faut noter que dans ce groupe G, toujours pour le compte de cette première journée des éliminatoires de la CAN, l'Égypte a été tenue en échec par le Kenya, un but partout. D'accord, Jean, disons que la douleur est encore présente dans nos cœurs. Un gala de football pour la citoyenneté s'est déroulé donc samedi dernier au stade municipal de Dapan. Tout à fait, Anita. L'initiative est à mettre à l'actif de l'association des personnes handicapées motivées de Thônes. Il s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de son projet promotion de la vie sociale et citoyenneté inclusive sensible aux personnes handicapées dans la commune de Dapan. Compte rendu, Chazna Baga. Les personnes handicapées ont droit au sport et au loisir. C'est avec ce message fort que ces athlètes ont parcouru les artères de la ville de Dapan pour appeler à l'arrêt des violences et de la discrimination sur les stades et les lieux de loisirs. Mais pour plus d'impact dans le temps, ils ont implanté ce message à l'entrée du stade de la ville avant d'aller croiser les crampons à l'intérieur. 8 équipes, dont 4 féminines, ont pris part à ce gala de football citoyen. Ce coup d'envoi spécial est révélateur de l'esprit d'inclusion qui anime l'association des personnes handicapées motivées de Thônes à l'origine de la rencontre. Quand on parle de la décentralisation, tout le monde doit apporter sa contribution. Et on ne peut pas commencer par construire un développement en excluant une certaine catégorie de personnes, que ce soit sur la base de l'étranger, sur la base de l'handicap, sur la base du genre. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là. Nous avions ciblé les 8 équipes de la commune pour pouvoir jouer et véhiculer le message du civisme et de citoyenneté, surtout en milieu de la jeunesse. Le premier match a opposé l'équipe féminine de Nassablé en vert à celle du CEG d'Aponville en jaune. Score à la fin du temps réglementaire, 0 but partout. Les deux équipes se sont séparées au tir au but, Nassablé 3, CEG d'Aponville 1. Même score à l'issue des tirs au but qui ont départagé l'équipe féminine du C2Q Kombolaka en couleur cendre à sa rivale Shalom en vert qui ont fait un match nul à la fin du temps réglementaire. Chez les hommes, la première rencontre a mis aux prises le C2Q Worgou en vert à celui de Kombolaka en rouge. Score de parité 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. Au tir au but, le C2Q Kombolaka a pris de l'avance avec 6 buts contre 5. Le second match s'est soldé par un score final de 1 but contre 0 en faveur de Natbagou en bleu. La finale chez les dames a opposé Nassablé en vert contre Shalom en jaune. Elle est remportée par Nassablé sur un score de 1 but contre 0. Côté homme, c'est le C2Q Natbagou en bleu qui prend le dessus en battant le C2Q Kombolaga par 6 tirs réussis contre 5. Après le nul observé à la fin du temps réglementaire.
Toutes les équipes sont reparties avec une attestation de participation, des enveloppes de 20 à 30 000 francs CFA, des ballons et une coupe pour chacune des deux équipes victorieuses. Le gala de football se situe dans le contexte du projet Promotion de la vie sociale et citoyenneté inclusive sensible aux personnes handicapées dans la commune de Thône 1. Il bénéficie de l'accompagnement du programme Appel à projet 2019 du ministère de la Communication, des Sports, de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme. Oui, Jean, une dernière information. Oui, convier nos très chers télésportifs samedi pour le magazine des sports qui commence à partir de 13h45. C'est bien sûr Sport et Détente. Merci Jean et on se retrouve donc jeudi prochain. Tout à fait. Attention, la drogue circule subtilement par les jeunes. C'est le thème de l'émission Jeudi Femmes de ce soir. Lise Jamien et ses invités vous en parleront davantage. À suivre donc en direct sur la télévision togolaise. Et ainsi se referme cette édition longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Bamako, notamment le contingent togolais de la MINUSMA. Bonsoir.